Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Je vais vous accompagner ce soir dans un grand voyage à travers le temps. Un voyage qui va nous dévoiler un âge de la Terre, un âge peuplé de tigres à dents de sabre, de mammouths, de bien d'autres espèces qui ont aujourd'hui disparu, et qui va nous faire revivre l'apparition et le développement de nos ancêtres à tous, les premiers hommes. Alors prenez une respiration profonde, installez-vous confortablement. Vous pouvez respirer librement en sentant votre poitrine qui monte et qui descend. Il y a probablement une tension dans vos épaules. Relâchez-la. Vous n'en avez pas besoin. Et concentrez-vous uniquement sur ma voix. Si vous vous endormez, vous pourrez toujours reprendre ce voyage plus tard. Il n'est pas nécessaire d'écouter l'histoire de ce soir en une seule fois. Et si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'écouter. On va commencer par un voyage accéléré, un voyage dans le temps, de la création de la Terre à la période que nous allons explorer ce soir, le Pléistocène, également connu sous le nom d'ère glaciaire ou d'âge de glace. Le voyage commence il y a 4,5 milliards d'années, lorsque dans un coin de notre galaxie, notre planète, comme des milliards d'autres planètes avant elle, a commencé à se former autour d'une jeune étoile, le futur Soleil. Au début, cette nouvelle planète n'était en réalité qu'une boule de métal, une boule de métal liquide. Sa surface était faite de roches en fusion, de rivières de lave, de volcans. Et sa géographie changeait rapidement, car elle était bombardée constamment par des astéroïdes de toutes les tailles. Alors que les millions d'années succédaient aux millions d'années, un temps qui nous paraîtrait infini, mais qui n'est qu'un battement de cœur à l'échelle des temps cosmiques, la planète se transformait. Sa structure interne se formait, alors que le métal migrait vers son cœur pour former un noyau. Son atmosphère était composée de gaz toxiques et ne contenait presque aucune trace d'oxygène. Aucune forme de vie imaginable n'aurait pu exister dans un environnement aussi hostile. Cette période s'appelle l'Adéen. C'est le premier éon, le premier âge de la Terre. Mais même si l'Adéen a duré 500 millions d'années, il n'était pas éternel. Le bombardement d'astéroïdes a ralenti. La croûte de la planète est devenue de plus en plus épaisse. Elle se solidifiait à mesure qu'elle se refroidissait. Et cet enfer primordial est devenu un peu plus calme, un peu moins chaotique. Et un nouvel âge, un nouvel éon a commencé, l'Archéen. Les continents s'étaient formés, mais ils étaient très différents par leur apparence et leur emplacement de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et entre eux déjà, il y avait des océans d'eau liquide, mais toujours pas d'oxygène dans l'atmosphère, et la Terre était complètement stérile. Il n'y avait aucune plante, aucun animal sur Terre, aucun témoin de l'activité volcanique très intense, et des tremblements de terre qui faisaient s'élever des chaînes de montagnes de plusieurs kilomètres de haut vers les étoiles. Cet éon a duré un temps presque inconcevable, 1,5 milliard d'années, 3 fois plus longtemps que l'Adéen. Mais quelque chose d'autre s'était produit sur Terre entre-temps. Dans les eaux peu profondes, près des côtes des continents,
là où le fond de l'océan était proche de la surface, la vie était apparue. Rien de spectaculaire pour le moment, juste des tapis de micro-organismes unicellulaires qui formaient des colonies. Mais avec ces micro-organismes avait commencé un nouveau phénomène. Pour vivre, ces êtres minuscules convertissaient l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique. Ce phénomène, qu'on connaît sous le nom de photosynthèse, consommait du dioxyde de carbone, qui était abondant dans l'océan et dans l'atmosphère, et rejetait de l'oxygène. Pendant des centaines de millions d'années, lentement, très lentement, les vastes océans de la Terre se sont gorgés d'oxygène. Et à un moment, l'eau des océans a été saturée d'oxygène. Et l'excès a commencé à s'échapper dans l'atmosphère. Après 1,5 milliard d'années, cet éon, l'Archéen, touchait à sa fin. Et un nouvel âge était sur le point de commencer. Un éon encore plus long, qui durerait 2 milliards d'années. Le nom que les hommes ont donné à ce nouvel éon, au cours duquel l'oxygène a commencé à apparaître dans l'atmosphère terrestre, c'est le protérozoïque, ce qui signifie vie antérieure. Au cours de cet âge, un nouveau miracle s'est produit. Les formes de vie jusque-là ne comportaient qu'une seule cellule. Mais maintenant, des organismes multicellulaires commençaient à se former et à se multiplier. Peut-être que ces organismes étaient apparus plus tôt, pendant l'Archéen, mais leur nombre a augmenté de façon exponentielle pendant le protérozoïque. L'oxygène continuait à s'échapper librement des océans et s'accumulait dans l'atmosphère. Pendant ces 2 milliards d'années, la surface de la planète ne cessait pas de se modifier pour autant. Les continents dérivaient, et peu à peu l'apparence de la Terre, vue de l'espace, se modifiait. Le climat changea plusieurs fois, et à diverses périodes, il est possible que la Terre ait été entièrement gelée, ressemblant à une boule de neige voyageant dans l'espace. Il n'y avait toujours pas de plantes ou d'animaux sur Terre. Mais dans les mers, à l'approche de la fin de l'éon protérozoïque, les premiers petits animaux, au corps mou, avaient commencé à coloniser les océans. On est maintenant 540 millions d'années dans le passé. On a déjà couvert près de 90% de l'histoire de la Terre. Et une nouvelle ère est sur le point de commencer, le phanérozoïque. Notre ère, une ère de vie animale et végétale abondante sur la Terre. Une vie abondante, certes, mais avec beaucoup de hauts et de bas au gré de l'évolution de la planète et de son climat. Durant cet éon, le phanérozoïque, la vie n'a pas cessé de rayonner et d'adapter de nouvelles formes. Les premières espèces d'animaux capables de survivre hors de l'eau ont commencé à marcher sur les continents. Différentes plantes ont couvert la terre et ont formé des forêts qui pouvaient maintenant prospérer dans une atmosphère riche en oxygène. Mais aussi, à plusieurs reprises, après des millions et des millions d'années, le développement de la vie et de ces nouvelles espèces a été bouleversé par des événements catastrophiques. Activité volcanique intense, modification du climat, collision avec des astéroïdes. Et chaque fois que cela s'est produit, la vie sur Terre a connu des revers, des périodes de régression, et de nombreuses espèces ont disparu. Pourtant, la vie sur Terre s'est toujours accrochée, malgré ses revers. Elle s'est remise, à plusieurs reprises, des extinctions successives. Ces phases d'expansion de la vie,
qui se sont terminées brutalement, sont elles-mêmes découpées en périodes plus courtes, qui sont délimitées par des extinctions plus limitées. On appelle ces périodes le Cambrien, l'Ordovicien, le Carbonifère, le Trias, le Jurassique, le Crétacé. 12 au total ont été identifiés et nommés, qui sont autant de segments du temps au sein de l'éon phanérozoïque. Et ces périodes sont elles-mêmes découpées en époques plus courtes, parce qu'elles ont duré des dizaines de millions d'années chacune, et divers événements et changements ont été observés au cours de ces longues périodes. Enfin, il y a 2,6 millions d'années, presque hier, à l'échelle des 4 milliards et demi d'années que l'on vient de parcourir, une de ces périodes, appelée le Néogène, s'est terminée par une glaciation et une nouvelle période, qui est appelée le Quaternaire, a commencé. C'est la période sur laquelle on va se concentrer ce soir, en particulier la première époque du Quaternaire, le Pléistocène, l'âge de glace. L'époque du Pléistocène est aussi appelée la période glaciaire parce qu'elle s'est caractérisée par diverses glaciations, par des expansions et des retraits des calottes glaciaires sur les continents. Mais c'était aussi une époque de vie abondante et d'évolution rapide des espèces, y compris pour la nôtre, Homo sapiens. Cette période glaciaire a pris fin il y a moins de 12 000 ans, dans une nouvelle époque de réchauffement relatif, l'Holocène, qui est l'époque dans laquelle on vit actuellement. Donc on va explorer à quoi ressemblait la planète pendant cette époque glaciaire, pendant le Pléistocène. Quelles espèces y vivaient, ou du moins ce qu'on sait ou qu'on peut observer et déduire sur le sujet. Il va y avoir des mammouths et des tigres à dents de sabre, bien sûr, mais quels autres animaux ont parcouru la Terre et vécu dans les mers à cette époque? Je vous parlerai aussi de l'essor et de la diversification du genre Homo, des anciens humains, et de l'évolution de notre espèce. C'est un domaine de recherche en constante évolution. Il y a eu de nombreuses nouvelles découvertes et de nouvelles théories au cours des dernières décennies. Et donc il faut garder à l'esprit que l'état du consensus scientifique pourrait, et même devrait, continuer à changer. Ce qu'on va explorer ce soir, ce n'est pas une vérité définitive, mais plutôt des théories qui sont étayées par la paléontologie, l'archéologie, la géologie, la climatologie et un ensemble de déductions. Donc, commençons notre voyage au Pléistocène par une question. À quoi ressemblait notre planète pendant la période glaciaire? Une carte des continents de la Terre, il y a 2,5 millions d'années, nous semblerait assez familière. Sur des dizaines ou des centaines de millions d'années, les continents peuvent changer radicalement d'apparence parce qu'ils ont le temps de se séparer ou d'entrer en collision, et ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Mais 2 ou 3 millions d'années, c'est relativement peu de temps à l'échelle géologique. Et donc les continents, pendant la période glaciaire, étaient déjà presque là où ils sont aujourd'hui. Ceci dit, un examen un peu plus approfondi révélerait plusieurs différences. La première, c'est qu'au cours des multiples glaciations qui se sont produites en cycle sur des dizaines de milliers d'années, les calottes glaciaires près des pôles se sont étendues beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Par exemple, en Amérique du Nord, tout le Canada était parfois sous la glace, et la glace polaire pouvait couvrir également le nord des États-Unis. Des villes comme Boston ou New York ou Chicago auraient régulièrement été sous la glace, tout comme une grande partie de la Sibérie et de la Russie ou de la Scandinavie de l'autre côté du pôle Nord.
au pic des périodes de glaciation. On estime qu'environ 30% de la surface de la Terre était recouverte de glace, d'où le terme d'ère glaciaire. Mais pendant cette période, les régions tropicales et équatoriales avaient un climat beaucoup plus chaud. Elles étaient verdoyantes et sans doute tout aussi propices à la vie animale et végétale qu'elles le sont aujourd'hui. Comme beaucoup d'eau était concentrée près des pôles, sous forme de glace, le niveau des mers était plus bas. Et donc de nombreuses îles d'aujourd'hui étaient à l'époque reliées au continent par voie terrestre. Certains détroits n'existaient pas, et dans l'ensemble, il y avait plus de surface émergée qu'aujourd'hui. Par exemple, à plusieurs reprises, l'Amérique du Nord et l'Asie étaient reliées par voie terrestre, autour du détroit de Bering, ce qui permettait aux animaux et aux humains de traverser entre les deux continents à pied. Un autre changement majeur qui s'est produit au début du Pléistocène a été la connexion de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud par l'isthme de Panama. Avant ça, les océans Atlantique et Pacifique se rencontraient entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui maintenait ces deux grands ensembles émergés, séparés. La nouvelle connexion terrestre entre les deux continents a eu des conséquences très importantes pour les espèces animales, parce que l'Amérique du Sud avait été une île gigantesque depuis des millions d'années, un peu comme l'Australie l'est aujourd'hui, avec ses propres espèces qui avaient évolué séparément. Donc ce nouveau pont terrestre a permis un échange d'espèces entre les deux Amériques. La connexion a probablement aussi eu un impact majeur sur le climat, parce qu'elle a coupé le principal point de rencontre entre les deux plus grands océans de la planète, ce qui a modifié la circulation océanique, avec des effets sur les températures, les vents, les courants. La glaciation a aussi entretenu pendant longtemps un climat plus froid près des bords de la calotte glaciaire. En Amérique du Nord, il y avait une zone qu'on appelle de pergélisol ou de permafrost qui s'étendait sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire une zone dont le sol restait continuellement gelé, même en été. Et en Eurasie, surtout en Sibérie, la zone de pergélisol était encore plus étendue qu'aujourd'hui. Ces régions au sol gelé sont très précieuses pour les scientifiques, parce qu'elles peuvent conserver des spécimens entiers et intacts d'espèces qui sont éteintes pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, à condition bien sûr que la zone ne se réchauffe pas. Et c'est comme ça que des spécimens d'espèces anciennes, très bien conservés, comme des mammouths, des ours ou des loups, ont été retrouvés et étudiés. Également au sud des calottes glaciaires, de grands lacs se sont formés. Lorsque les gorges laissées par le retrait des glaciers se sont remplies de l'eau de la fonte des glaces. Par exemple, ça s'est produit au centre de l'Amérique du Nord, avec la création d'un immense lac qui a aujourd'hui disparu, appelé le lac Agassiz, au beau milieu de ce qui est aujourd'hui le Canada. Ce lac glaciaire, créé par la fonte des glaciers, était plus grand que la Grande-Bretagne. Il est apparu à la toute fin de la période glaciaire, et on pense qu'il n'a duré que quelques milliers d'années, jusqu'à ce que le drainage et l'évaporation ne laissent derrière lui que des lacs plus petits. La géographie du Canada ou de la Finlande, avec leur abondance de lacs, porte encore les traces de cette période. Mais combien de ces glaciations y a-t-il eu et pourquoi? C'est là que l'étude des glaciers et des calottes polaires apporte des informations très intéressantes. Parce que les variations de la composition de l'atmosphère, comme la quantité de dioxyde de carbone ou d'autres gaz, laissent des traces dans les différentes couches de glace accumulées. Et ces traces, on peut les mesurer.
L'étude de ces variations nous enseigne que des avancées importantes des calottes glaciaires, des périodes de glaciation, se sont produites à des intervalles d'environ 40 000 à 100 000 ans. Entre les longues périodes glaciaires, il y avait des périodes plus courtes, de 10 à 15 000 ans, où le climat était plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ces phases, qui se répétaient de façon cyclique, avaient à chaque fois un impact énorme sur les espèces terrestres et marines et leurs habitats. Ces glaciations n'ont pas conduit à des extinctions importantes des espèces, mais plutôt à des migrations, loin des glaciers en progression et des mers gelées, à la recherche de régions plus chaudes où trouver de la nourriture. Mais qu'est-ce qui a causé ces cycles de refroidissement et de réchauffement ? On pense que ces changements sont dus à la cyclicité des facteurs qui conditionnent le climat à la surface de la Terre. Les courants océaniques, les vents, la température et d'autres mouvements suivent des cycles. Ces cycles sont influencés par la composition de l'atmosphère, le mouvement de la planète, son obliquité, c'est-à-dire son inclinaison, sur son axe de rotation, qui change imperceptiblement avec le temps. Il y a aussi l'intensité du rayonnement solaire, qui varie dans le temps. Ces multiples cycles se déroulent en parallèle, ils interfèrent entre eux, et à certains moments, ils finissent par converger pour produire un changement plus radical du climat. Ces cycles peuvent durer pendant de longues périodes, mais ils ne sont pas éternels. Chaque répétition comprend de petites variations qui introduisent des éléments d'instabilité qui peuvent modifier le climat au fil du temps. Par exemple, un changement de modèle a été observé au milieu de l'ère glaciaire. Avant le changement de modèle, la périodicité des glaciations était d'environ 40 000 ans. Mais une sorte de transition climatique s'est produite qui a porté la périodicité à 100 000 ans avec un refroidissement plus marqué. Mais alors, quelles espèces se sont le mieux adaptées à ces périodes glaciaires? À quoi ressemblait la faune? Certains animaux de cette période sont célèbres, comme le mammouth ou le tigre à dents de sabre. Mais ce sont seulement quelques animaux emblématiques parmi des milliers et des milliers d'espèces, dont beaucoup existent encore. Alors, examinons quelques types d'animaux qu'on aurait pu rencontrer pendant la période glaciaire. Un phénomène qui avait commencé des millions d'années plus tôt. La domination des mammifères terrestres s'est confirmée pendant la période glaciaire. Cette domination, en fait, a commencé bien avant le Pléistocène. Les paléontologistes datent le début de la domination des mammifères à partir de l'extinction des dinosaures à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Plus précisément, l'extinction des dinosaures non-aviaires, c'est-à-dire à part les oiseaux, parce que comme vous le savez sans doute, les oiseaux sont apparentés aux dinosaures. Ils font partie du même ordre, ils partagent la même branche dans l'arbre de l'évolution. Un tyrannosaure et un moineau peuvent paraître extraordinairement différents, et ils le sont, mais ils ont un ancêtre commun. Et c'est pourquoi les dinosaures ne sont techniquement pas éteints. Ce sont les dinosaures non aviaires, les dinosaures terrestres, grands et petits, qui n'ont pas survécu à l'extinction massive qui s'est produite à la fin du Crétacé. La période qui a suivi cette extinction du Crétacé, le Paléogène, a vu la vie s'étendre à nouveau et se ramifier. Mais cette fois avec une explosion des mammifères, qui sont devenus les animaux terrestres dominants. Dominants dans le sens où ils arrivaient généralement au sommet des chaînes alimentaires, mais aussi dominants en termes de nombre d'espèces et de présence partout dans le monde, dans une variété d'environnements différents. Comme vous le savez, les mammifères nourrissent leurs petits avec du lait qui est produit par les glandes mammaires, et généralement ils ont aussi des poils ou du pelage. D'autres caractéristiques moins visibles les distinguent aussi.
ils ont un néocortex, qui est une région du cerveau qui leur est propre. Et ils possèdent aussi 3 petits os dans leur oreille moyenne, qui aident à transmettre les sons de l'air à l'oreille interne. Tous les mammifères ont ces caractéristiques, même des espèces aussi différentes en apparence qu'un dauphin, un chien, un humain ou une chauve-souris. Le corps de base des mammifères comporte 4 extrémités, et la plupart utilisent les 4 pour la locomotion terrestre, à l'exception de nous, les humains, puisqu'on n'en utilise que 2. Ces membres, ces extrémités, se sont modifiés et adaptés à la vie dans n'importe quel environnement sur Terre. En mer, si vous pensez aux dauphins, aux phoques ou aux baleines, ces extrémités sont devenues des nageoires ou ont régressé jusqu'à presque disparaître. Mais dans les arbres, si vous pensez aux primates, les extrémités postérieures se sont allongées et renforcées. Sous le sol, elles servent à creuser, et jusque dans les airs pour les chauves-souris où elles ont pris la forme d'ailes. La diversité des tailles est également impressionnante. Les mammifères vont de quelques centimètres, comme la petite chauve-souris bourdon, la plus petite espèce de mammifère connue, jusqu'à des dizaines de mètres pour les baleines bleues. Mais pourtant, tous ces mammifères partagent un ancêtre commun. L'ordre moderne des mammifères est apparu au cours du Paléogène et du Néogène, et de nombreuses espèces sont apparues et se sont éteintes au cours de cette période. Mais l'apparition des premiers mammifères est bien plus ancienne que ça. Les mammifères sont issus d'un groupe appelé les cynodontes, qui vivaient il y a 260 millions d'années. Les cynodontes avaient déjà une grande variété de tailles et de positions dans la chaîne alimentaire, mais ils sont restés assez petits pendant des millions d'années. Et ils avaient également tendance à être des proies plutôt que des prédateurs, jusqu'à ce que les dinosaures non aviaires disparaissent. La disparition des dinosaures, à la fin du Crétacé, a laissé libre, vacante, une niche écologique, ce qui a permis aux ancêtres des mammifères modernes de les remplacer. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer le succès des mammifères, notamment leur intelligence relative et leur capacité à apprendre et à s'adapter, aussi leur stratégie de reproduction. Les mammifères ont peu de bébés, mais ils prennent soin d'eux, ils leur transmettent des compétences de survie. Les mammifères sont aussi très adaptables à différents environnements. Ils peuvent réguler leur température interne. Ça nécessite un apport alimentaire plus important, mais ça leur permet aussi de survivre dans des climats très différents et de supporter les variations de température externe. Et donc, fort de ces avantages, les mammifères ont prospéré depuis le Paléogène. Et lorsque la période glaciaire, le Pléistocène, a commencé, ils avaient déjà, pour la plupart, atteint leur forme moderne, hormis quelques espèces disparues de très grands mammifères dont on va parler. La faune de la période glaciaire nous aurait semblé assez familière. Il y avait des singes, des lions, des loups, des tigres, des ours, des chevaux, des éléphants, toutes sortes de rongeurs, des baleines, des dauphins, et tous les mammifères marins qu'on connaît aujourd'hui. Les autres ordres d'animaux étaient également très proches de ce que nous connaissons aujourd'hui, des oiseaux aux poissons, en passant par les insectes. Alors, parlons un peu des mammifères qui ont disparu, en commençant par celui qui est probablement le plus emblématique de cette époque, le mammouth. Le mammouth, ça n'est pas une espèce unique. Il y avait différentes espèces qui formaient un genre. Dans la classification des êtres vivants, un genre se situe au-dessus des espèces individuelles. Et ce genre, Mammuthus, appartient à une famille plus large, qui est appelée les éléphantidés, une famille qui comprend les éléphants.
Donc les mammouths et les éléphants étaient des cousins relativement proches. Les éléphantidés sont tous de grands animaux, des animaux terrestres, avec un museau qui a évolué en trompe et des dents qui sont devenues des défenses. La plupart des espèces connues d'éléphantidés se sont éteintes il y a des milliers d'années, et il n'en reste plus que deux aujourd'hui, les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. Les mammouths sont apparus il y a environ 5 millions d'années, et comme leurs cousins, les éléphants, ils étaient herbivores. Différentes espèces de mammouths peuplaient une grande partie de la Terre, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, à notre connaissance pas en Australie ou en Amérique du Sud, qui étaient séparés des autres continents par de grandes étendues d'eau. Le plus ancien représentant connu de ce genre de mammifères est apparu dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique australe et orientale, une région chaude à l'époque. Les descendants de cette espèce se sont déplacés vers le nord et ont continué à se répandre dans toutes les directions. Et il y a environ 1,5 à 1,3 million d'années, ils ont traversé vers l'Amérique du Nord. Les mammouths pouvaient atteindre des tailles et des poids assez impressionnants. Les mâles les plus grands pouvaient dépasser 13 tonnes. Mais en général, et en dehors de certains spécimens exceptionnels, ils avaient à peu près la taille des éléphants modernes. On pense qu'ils avaient aussi tendance à avoir plus de poils que les éléphants, mais ça n'est pas confirmé pour toutes les espèces de mammouths, parce que des tissus mous, bien préservés, ont rarement été découverts. Ce qui est établi, c'est qu'ils avaient des défenses beaucoup plus grandes, et que la forme de leur corps était légèrement différente, avec des dos bossus et quelques différences internes. Le fait qu'ils aient peu de poils peut surprendre, parce que les mammouths sont généralement représentés avec un pelage très épais, à cause d'une espèce en particulier, le mammouth laineux, qui est apparu pour la première fois il y a 400 000 ans. Donc c'était une espèce tardive, qui est plutôt bien connue grâce à la découverte de spécimens bien conservés dans les régions où elle vivait, en Sibérie et en Amérique du Nord. Les mammouths laineux avaient à peu près la taille d'un éléphant d'Afrique, donc assez imposants, et ils étaient adaptés à la vie dans les steppes froides et les toundras, où ils pouvaient se nourrir d'herbes et de fougères. Ces mammouths laineux ont probablement été la dernière espèce de mammouth à disparaître, il y a seulement 4 ou 5 000 ans. Mais la cause principale de leur extinction est incertaine. Ils ont été chassés par des hommes préhistoriques, ce qui a probablement au moins contribué à leur déclin. Mais ils ont également subi une forte réduction de leur habitat, il y a 40 000 ans, en raison d'une nouvelle glaciation. Les mammouths laineux étaient adaptés à la vie dans les régions froides, mais pas dans des régions glacées. Et comme ils avaient besoin d'ingérer de très grandes quantités d'herbes, l'avancée des glaciers et du permafrost à la surface les a privés d'une source de nourriture vitale, même si la chasse aux mammouths a sans doute été aussi un facteur déterminant. Les mammouths laineux vivaient en troupeau, pouvaient atteindre 60 ans, et ils ne se reproduisaient pas très vite, un peu comme les éléphants aujourd'hui. Dans une région où ils étaient chassés intensivement par des hommes préhistoriques, leur population aurait donc pu rapidement décliner et même disparaître. Ces grands mammifères étaient une source de viande, de fourrure et d'os pour fabriquer des outils, et un mammouth pouvait probablement nourrir un groupe pendant des semaines. C'était donc des proies très attractives. Une espèce commune de mammouth en Amérique du Nord était le mammouth colombien, qui s'étendait du nord des États-Unis à l'Amérique centrale. Et au nord de ces territoires, dans les régions arctiques du Canada, vivait le mammouth laineux. Le mammouth colombien a disparu il y a 11 à 12 000 ans,
Et là aussi, la chasse est soupçonnée d'avoir joué un rôle, parce que pendant environ 1000 ans, ces mammouths ont coexisté avec les humains en Amérique du Nord. Un parent du mammouth, qui vivait en Amérique du Nord, était le mastodonte, qui pourrait facilement être confondu avec le mammouth. Mais les mastodontes n'étaient ni des mammouths ni des éléphants, mais plutôt des cousins éloignés. Ils ont tous divergé d'un ancêtre commun il y a environ 27 millions d'années. Et à partir de là, les mastodontes ont évolué séparément, même s'ils ressemblaient beaucoup aux éléphants modernes. On pense que les mastodontes vivaient en troupeaux et étaient des animaux forestiers. Un argument en faveur de cette théorie, c'est qu'ils avaient des dents très différentes de celles des éléphants et des mammouths. Leurs dents étaient plates, elles ressemblaient à des molaires humaines. Donc elles semblaient bien adaptées pour mâcher les feuilles et les branches des arbres et des arbustes. On ne sait pas si les mastodontes étaient très poilus ou pas. Ils sont souvent représentés avec une épaisse couche de poils, comme des mammouths laineux. Mais des restes de mastodontes ont été trouvés en Floride ou dans le centre du Mexique, et bien que pendant le Pléistocène ces régions auraient été plus froides qu'elles ne le sont aujourd'hui, ça n'était pas des régions glaciales. Donc il semble assez peu probable que les mastodontes qui vivaient dans des climats plus chauds aient eu une épaisse couche de poils. Comme le mammouth colombien, le mastodonte s'est éteint à la fin de la période glaciaire, peut-être en raison d'un mélange de changements climatiques et de chasse. L'extinction de nombreuses autres espèces de la mégafaune. La mégafaune, ce sont ces grands mammifères herbivores, comme les mammouths et les mastodontes. Cette extinction marque la ligne de démarcation entre le Pléistocène et notre époque, l'Holocène. Mais il y avait d'autres mammifères terrestres géants qui ont disparu au même moment. Et un autre genre appartenant à cette mégafaune, c'était le Procoptodon, qui nous emmène en Australie. Le Procoptodon, c'est le plus grand marsupial qui ait jamais existé à notre connaissance. Qu'est-ce qu'un marsupial? C'est un membre d'une sous-classe de mammifères qui comprend les opossums, les kangourous ou les koalas. Leur particularité, c'est de porter leurs petits dans une poche. Comme ils ont évolué dans des régions entourées d'eau, ce qui a empêché les espèces de migrer partout, les marsupiaux sont endémiques d'Australie et aussi de certaines îles indonésiennes et des Amériques. Ils ont été introduits plus récemment dans d'autres régions du monde, comme en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle, mais leur présence hors de leur terre d'origine est due seulement à l'intervention humaine. Dans les écosystèmes particuliers de l'Australie, qui étaient séparés du reste du monde, les marsupiaux ont prospéré pendant l'âge de glace. Et leur plus grand représentant, donc, c'était le Procoptodon. Les plus gros spécimens trouvés ont été estimés à près de 3 tonnes, et ils auraient pu mesurer jusqu'à 3 ou 4 mètres de haut. Dans une période qui va d'il y a 1,6 million d'années à 44 000 ans, les Procoptodons étaient les plus gros mammifères d'Australie, et ils auraient pu ressembler à des wombats géants. On pense que les Procoptodons vivaient dans des forêts clairsemées et des prairies, où ils se nourrissaient de feuilles, d'herbes et de racines, et éventuellement en groupe, avec une structure sociale souvent observée chez les mammifères de grande taille. Par exemple, avec les éléphants, les femelles et les jeunes forment des familles, alors que les mâles quittent ces groupes quand ils deviennent adultes pour vivre seuls. Et ils se battent régulièrement pour le droit de s'accoupler non pas avec une, mais avec toutes les femelles d'une même famille. Le genre Procoptodon s'est éteint à peu près au moment où les humains sont arrivés en Australie. Donc là encore, on soupçonne que les Procoptodons ont été victimes de la chasse. C'étaient des animaux herbivores, sans doute assez pacifiques, qui auraient été des proies tentantes pour les humains préhistoriques.
Un autre grand mammifère célèbre de la période glaciaire, c'est le smilodon, plus connu sous le nom de tigre à dents de sabre. D'après les fossiles, il semble que le smilodon soit apparu en Amérique du Nord, mais grâce au pont terrestre avec l'Amérique du Sud, il s'est également propagé vers le sud. Les plus gros spécimens, parce que là aussi smilodon, c'est un genre avec différentes espèces, donc ces plus gros spécimens ont été trouvés en Amérique du Sud, où ils auraient pu atteindre un poids qui allait de 250 à 500 kg. Les plus petits smilodons ressemblaient à de grands tigres modernes, mais on ignore la couleur de leur fourrure. Ce qui les différenciait le plus des tigres, c'était leurs canines, surdéveloppées, d'où ce surnom de dents de sabre. Ces canines étaient probablement plutôt fragiles et adaptées à la mise à mort de leur proie. Parce que les smilodons devaient être de redoutables prédateurs, et on pense qu'ils auraient chassé les bisons et les chameaux qui vivaient dans les forêts ou les montagnes d'Amérique du Nord. On pense qu'ils chassaient plutôt dans les forêts et les brousses plutôt que dans des plaines, parce que leurs caractéristiques semblent plutôt adaptées à la chasse en embuscade, mais ça n'est qu'une supposition. Et on ne sait pas si les smilodons vivaient seuls ou en groupe. Comme tous les animaux dont on a parlé précédemment, le genre smilodon n'a pas survécu à la fin du Pléistocène, il y a 12 000 ans. Il n'était probablement pas chassé par l'homme, mais les grosses proies dont il se nourrissait ont pu disparaître. Et la compétition avec d'autres espèces, comme les loups ou les humains, ont pu aussi être la cause de sa disparition, ainsi que le changement climatique. Presque partout dans le monde, la montée des loups pendant la période glaciaire a créé une concurrence qui était redoutable pour les autres prédateurs. Pris individuellement, les loups étaient bien sûr pas aussi forts que les grands félins ou les ours, mais leur nombre, leur organisation sociale, leur collaboration ou leur capacité d'adaptation, ça en faisait des prédateurs très efficaces et certainement les principaux rivaux des humains pour dominer les continents. Alors justement, les humains, le genre Homo, aux côtés des loups, ont dominé la Terre pendant et après la période glaciaire. Notre espèce, Homo sapiens, est la dernière espèce restante du genre Homo. Mais notre arbre généalogique est loin d'être parfaitement connu. Il est encore sujet à des révisions constantes, au gré des découvertes archéologiques et des théories qui en découlent. Au cours des dernières décennies, de nombreuses découvertes ont révélé beaucoup plus de branches et de sous-espèces qu'on ne le pensait auparavant. Certaines espèces du genre Homo sont bien représentées par des os et d'autres restes, tandis que d'autres sont à peine connues, et il n'est même pas certain qu'elles aient été des espèces différentes. La chronologie et la géographie de l'expansion des différentes espèces d'Homo, en particulier hors de l'Afrique, sont également assez imprécises. Donc je vais me concentrer sur ce sur quoi les scientifiques s'accordent, ce qui est étayé par suffisamment de preuves. Mais gardez bien à l'esprit qu'il s'agit de théories, et qu'elles sont toujours sujettes à d'éventuels changements dans le futur. À la fin du XIXe siècle, une théorie qui a émergé à la suite des travaux de Darwin, de Charles Darwin, était la théorie selon laquelle les humains descendaient des singes, que les humains n'étaient qu'une espèce sujette à l'évolution comme les autres. Au début, c'est une idée très controversée et scandaleuse, parce qu'elle allait à l'encontre de nombreux enseignements religieux et de la vision dominante de l'histoire de notre planète. La théorie de l'évolution s'est peu à peu imposée dans le consensus scientifique, mais l'idée d'une évolution des singes vers les humains, ça semblait assez radical, et elle a vite été considérée comme relativement peu crédible scientifiquement, en raison de la différence d'apparence, de squelette, de capacité cognitive entre les singes et les humains. L'écart entre les singes
apparemment les plus proches de nous, comme les chimpanzés et les hommes, paraissaient simplement trop grands, trop énormes. Partant de ce constat qu'il y avait un trop grand écart, une autre hypothèse a été formulée, l'hypothèse du chaînon manquant, une espèce qui resterait non découverte ou éteinte, qui aurait représenté une étape intermédiaire de l'évolution entre le singe et l'homme. Mais les savants modernes ont laissé toutes ces considérations derrière eux au cours du XXe siècle, avec la découverte de beaucoup plus de restes d'humains, avec les tests ADN et d'autres méthodes de recherche comme la datation au carbone 14. Le consensus actuel, ça n'est plus que les humains descendent des singes, mais qu'en fait nous sommes liés à eux par un ancêtre commun. Les humains et les singes font partie d'une même famille, et si nous remontons plus loin dans l'arbre de l'évolution, ils font tous partie d'une branche qui est appelée les hominidés, une famille de primates. Il y a des millions d'années, les hominidés se sont divisés en deux sous-familles. Une première branche, c'est celle des ponginés, également connue sous le nom d'hominidés asiatiques, parce que le dernier genre existant de cette famille, c'est celui des orang-outans, et ils vivent en Asie du Sud-Est. Mais pendant le Pléistocène, les ponginés vivaient également dans différentes régions de l'Eurasie. Une autre sous-famille d'hominidés, c'est celle des homininés, avec un N au lieu d'un D. Une sous-famille qui se divise également en différentes branches. Il y a Gorillini, qui comprend les gorilles, Pan ou Pan, qui comprend des singes comme les chimpanzés ou les bonobos, et Homo, notre propre genre. Donc ça fait d'Homo une branche cousine des singes, mais pas sa descendante. La question qui reste sans réponse à ce stade, c'est qui était le dernier ancêtre commun entre les singes et les hommes, et quand est-ce qu'il a vécu? On ignore en fait quand ces différentes branches des hominidés se sont séparées. En tout cas, lorsque le Pléistocène a commencé, il y a 2,5 millions d'années, la divergence entre le genre Pan, des singes, et un autre genre appelé Australopithèque avait déjà eu lieu. Vous avez probablement entendu parler de Lucie, le nom qui est donné au reste d'un individu de sexe féminin, découvert en Éthiopie. Les restes de Lucie ont été datés à environ 3,2 millions d'années. Elle était une représentante féminine d'une espèce d'Australopithèque appelée Australopithecus afarensis. Et c'est à partir d'une espèce d'Australopithèque qu'aurait émergé le genre Homo. Il y a plusieurs espèces d'Australopithèques candidates, et donc on ignore de laquelle le genre Homo serait issu. Donc Lucie peut ou non être notre ancêtre, mais même si elle ne l'était pas, elle était au moins proche de notre ancêtre. Une autre incertitude, c'est la délimitation précise de l'Homo et de l'Australopithèque, qui est devenue un peu plus controversée ces dernières années. Historiquement, l'avènement de Homo a été fixé avec la première utilisation d'outils en pierre, ce qui aurait eu lieu il y a environ 2 à 2,5 millions d'années, c'est-à-dire au tout début de l'ère glaciaire. Du moins, c'était le consensus des années 1980. Mais des découvertes plus récentes suggèrent que certaines espèces d'Australopithèques auraient pu utiliser des outils de pierre plus tôt, il y a plus de 3 millions d'années. Et cette découverte, on pourrait dire qu'elle brouille la distinction entre Australopithèque et Homo. Une autre théorie qui était largement admise et qui est aujourd'hui remise en question, c'est la succession de différentes espèces d'Homo, conduisant à notre espèce Homo sapiens. La théorie antérieure mettait en avant 2 maillons principaux. Homo habilis, connu pour avoir utilisé des outils, suivi de Homo erectus. Il y a 30 ans, la théorie dominante, c'était que l'Homo habilis était le premier représentant,
la première espèce du genre Homo, que l'Homo erectus avait évolué à partir de l'Homo habilis et que l'Homo sapiens avait évolué à partir de l'Homo erectus. Mais de nombreuses nouvelles découvertes archéologiques en Afrique ont montré depuis que l'Homo habilis et l'Homo erectus avaient coexisté pendant très longtemps, que l'Homo erectus ne descendait pas nécessairement de l'Homo habilis, et qu'en fait plusieurs espèces étaient apparues et avaient disparu entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens, comme Homo antecessor, Homo floresiensis, l'homme de Java ou l'homme de Pékin. Tout ça a bouleversé l'arbre généalogique du genre Homo. Toutes ces découvertes sont stimulantes. Elles révèlent une profusion d'espèces, mais elles posent aussi beaucoup d'autres questions qui restent sans réponse. Il existe de nombreux conflits de théories non résolus dans le domaine de la paléoanthropologie, c'est-à-dire l'étude des anciens hommes. Mais pour le moment, laissons ces controverses de côté pour examiner plutôt les espèces établies d'humains archaïques et ce qu'on en sait, en particulier Homo habilis, Homo erectus, les Néandertaliens et enfin nous, l'Homo sapiens. Homo habilis est apparu et a vécu pour la première fois en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, une région qui est considérée comme le berceau de l'humanité, parce que c'est là que plusieurs espèces d'australopithèques et d'homo sont apparues. Jusque dans les années 80, comme je vous le disais, les Homo habilis étaient considérés comme humains parce qu'ils utilisaient des outils en pierre. Mais, comme je vous le disais aussi, cette délimitation est maintenant un peu contestée, et certains experts reclassifieraient Homo habilis parmi les australopithèques. Quoi qu'il en soit, il est correct de qualifier Homo habilis comme humain archaïque, parce que cette espèce présente des caractéristiques qu'on peut reconnaître comme des signes d'humanité. Déjà, ils utilisaient des outils, principalement pour le dépeçage, et on pense qu'ils formaient des groupes de quelques dizaines d'individus. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'organisation de leur société et l'attribution des rôles de genre entre les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour tirer des conclusions définitives sur ces sujets. Ce qu'on sait déjà mieux, c'est à quoi ils ressemblaient. Ils étaient relativement petits, environ 90 à 150 cm selon les individus. Les mâles étaient plus grands. Ils étaient également relativement frêles par rapport à nous. Ils pesaient entre 22 et 40 kilos. Ils consommaient de la viande, qui constituait probablement une grande partie de leur alimentation. Et on pense qu'un grand pourcentage de cette viande provenait de charogne plutôt que de la chasse. Les Homo habilis mangeaient aussi des fruits. On le sait grâce à l'observation de l'érosion dentaire, qui révèle une exposition régulière de leurs dents à l'acidité. Une chose qui est déduite de leurs proportions, c'est qu'ils pouvaient sans doute passer beaucoup de temps dans les arbres. Ils avaient des bras longs par rapport à la taille du corps, et des os de la main qui auraient pu permettre une bonne préhension des branches. Homo habilis pouvait probablement se tenir debout pendant un moment et courir. Mais ça n'était sans doute pas sa position habituelle. On suppose qu'il alternait entre la position debout et le déplacement à quatre pattes. Les arbres auraient été un bon environnement pour lui, en offrant un abri et une certaine sécurité contre la menace des prédateurs. Il n'y a pas de preuve indiquant que Homo habilis contrôlait le feu, mais il existe des signes possibles d'une forme d'architecture précoce. En 1962, un cercle de pierre qui a été daté d'il y a 1,7 million d'années a été découvert en Afrique, avec des roches qui étaient empilées jusqu'à 20 cm de haut à intervalles réguliers. Et ces piles de roches auraient pu être utilisées pour soutenir des poteaux enfoncés dans le sol, peut-être pour constituer une hutte rudimentaire ou un abri contre le vent, ou pour un autre usage qu'on ignore.
En tout cas, la structure est artificielle, et en tant que telle, elle constitue la plus ancienne trace d'architecture au monde. Mais on ignore si Homo habilis l'a construite, ou si ce cercle a été érigé par une autre espèce, parce que Homo habilis a coexisté avec d'autres. Il y avait Homo erectus, dont on va parler dans un instant, ou encore Homo ergaster ou Homo rudolfensis, des sous-espèces africaines d'Homo qui auraient pu faire partie d'Homo erectus ou constituer des espèces différentes. C'est aussi un sujet qui n'est pas tranché. À ses débuts, il semble que l'Afrique ait été le seul continent où vivait le genre Homo. Mais ça a changé avec Homo erectus, littéralement l'homme droit. Homo erectus est apparu il y a environ 2 millions d'années, peu de temps après Homo habilis. Et une chose qui est établie, garantie, c'est que cette espèce a migré hors d'Afrique. De nombreux restes d'Homo erectus ont été trouvés en Asie et en Europe. Comme je vous l'indiquais auparavant, on ne sait pas vraiment si Homo erectus a évolué à partir de l'Homo habilis ou s'il partageait un ancêtre commun. Mais ce qu'on sait, c'est que ces humains archaïques ont commencé à nous ressembler beaucoup plus que leurs prédécesseurs. Ils avaient un visage plat, un nez proéminent, des poils plus clairsemés. Donc Homo erectus restait nettement différent de l'Homo sapiens, mais nous ressemblait déjà beaucoup plus. Homo erectus a aussi été le premier humain connu à devenir un super prédateur. Évidemment, des individus isolés pouvaient servir de proie à d'autres prédateurs. Mais dans l'ensemble, les Homo erectus étaient des chasseurs performants et ils étaient capables de chasser en groupe. Ils prenaient également soin des membres de leur groupe, blessés ou malades, une caractéristique qui n'a pas été prouvée chez les espèces précédentes. Et Homo erectus utilisait le feu. Les individus étaient en moyenne plus grands que l'Homo habilis, avec une taille plus proche de nous, et ils pesaient entre 45 et 75 kilos. Pour connaître leur corps, on n'a que des ossements à étudier, mais on suppose qu'ils auraient communiqué avec une sorte de proto-langage, constitué de sons modulés. La région où Homo erectus est apparu pour la première fois est inconnue, mais cette espèce a été trouvée en Afrique, en Europe et en Asie. Les vestiges les plus anciens ont été trouvés en Afrique du Sud, et seulement quelques milliers d'années plus tard en Chine, ce qui peut se prêter à différentes théories. La première, c'est que l'Homo erectus a évolué en Afrique et s'est répandu à partir de là. Mais une autre, c'est qu'il est apparu en Asie de l'Ouest et au Moyen-Orient, avant de se disperser dans toutes les directions, en Asie de l'Est, de retour en Afrique, et même jusqu'à l'Espagne, vers l'Ouest. En tout cas, différentes sous-espèces ont été trouvées qui illustrent le succès d'Homo erectus. Des découvertes bien connues dont vous avez peut-être déjà entendu les noms, comme l'homme de Java, l'Homo georgicus ou l'homme de Pékin, qui sont généralement considérés comme faisant partie de l'espèce Homo erectus. Il y a un débat en cours pour savoir si Homo erectus était une espèce polymorphe qui a pris différentes apparences, différentes morphologies dans différentes régions du monde, ce qui simplifierait beaucoup les choses pour expliquer toutes ces découvertes, ou alors si toutes ces autres formes d'hommes, ou certaines d'entre elles au moins, devraient être considérées comme des espèces indépendantes. En tout cas, l'extinction d'Homo erectus est relativement récente. Elle a été datée à seulement 100 000 à 110 000 ans avant notre époque. Ce premier exemple d'architecture que j'ai mentionné précédemment, le cercle de pierre trouvé en Afrique, pourrait aussi bien être l'œuvre d'Homo erectus. Il existe d'autres sites avec des constructions dans différentes parties de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, attribuées à Homo erectus. Des restes qui confirment que cette espèce pouvait construire,
et qu'elle a également développé l'utilisation de l'habitat troglodyte dans des grottes. Les preuves de l'utilisation des grottes se multiplient à partir d'il y a environ 600 000 ans, ce qui indique que de nombreux groupes d'Homo erectus ont adopté cette forme d'habitat. Homo erectus a cédé la place à une nouvelle espèce appelée Homo heidelbergensis, qui a longtemps été considérée comme une sous-espèce d'Homo erectus. Mais Homo heidelbergensis est aujourd'hui de plus en plus considéré comme une espèce à part entière, qui a évolué à partir d'une forme africaine d'Homo erectus, parce qu'il existe de nombreux indices qu'Homo heidelbergensis est l'ancêtre commun de deux nouvelles espèces, les Néandertaliens, Homo neanderthalensis, et nous, l'Homo sapiens. Homo heidelbergensis se caractérise par des outils plus complexes et par l'utilisation du feu dans la vie quotidienne. Par exemple, c'est avec cette espèce qu'apparaît la technologie d'emmanchement, c'est-à-dire la fixation d'un outil en os ou en pierre à un manche ou à une sangle, pour fabriquer par exemple une lance ou une hache. À une époque encore contestée, Néandertaliens et Homo sapiens auraient évolué à partir d'Homo heidelbergensis. Les Néandertaliens sont apparus en premier, il y a peut-être 800 000 ans. Mais les vestiges les plus anciens datent d'il y a 3 à 400 000 ans. Et les Néandertaliens ont vécu en Eurasie et ils auraient duré jusqu'à il y a environ 40 000 ans. On ignore la raison exacte pour laquelle l'homme de Néandertal s'est éteint, mais aussi s'il a réellement disparu, parce qu'il avait une population relativement petite et il a pu être assimilé par l'Homo sapiens. Quoi qu'il en soit, les humains modernes portent encore le génome de Néandertal dans des proportions diverses selon leur région d'origine. Il faut garder à l'esprit que dans ces vagues de migration humaine hors d'Afrique, et peut-être parfois de retour vers l'Afrique, diverses espèces ont coexisté en même temps. Elles étaient suffisamment proches génétiquement pour pouvoir se reproduire entre elles. Donc il y a eu des vagues d'espèces, mais aussi du brassage entre elles. Dans la culture populaire, les Néandertaliens sont souvent représentés comme l'archétype de l'homme des cavernes primitifs. Mais en fait, lorsqu'ils sont apparus, ils étaient l'espèce humaine la plus évoluée en termes de capacité cognitive. Et à bien des égards, ils étaient probablement pas très différents d'Homo sapiens. Leur technologie était sophistiquée, bien plus que l'Homo erectus et l'Homo heidelbergensis. Pour vous donner des exemples, les Néandertaliens pouvaient allumer du feu, pas seulement l'entretenir. Ils ont aménagé des grottes, ils fabriquaient des vêtements, un peu semblables à des couvertures ou à des ponchos. Ils savaient aussi tisser. Ils avaient différentes techniques de cuisson. Ils pouvaient rôtir, bouillir ou fumer leurs aliments. Ils connaissaient certaines plantes médicinales. Ils ont navigué. On a la preuve qu'ils ont voyagé sur la Méditerranée avec des embarcations en bois. Et peut-être qu'une autre caractéristique évolutive qui les rapproche de nous, c'est le développement d'une pensée symbolique parmi eux. La question de savoir si les Néandertaliens ont développé une pensée symbolique n'est pas complètement tranchée. Le débat existe parce qu'un certain nombre de découvertes suggèrent qu'ils fabriquaient peut-être des ornements avec des plumes ou des coquillages, et qu'ils pourraient avoir joué de la musique. Ils ont pu aussi collectionner des objets inhabituels, comme des cristaux ou des fossiles, bien que ça reste incertain. Ces différents traits, s'ils étaient avérés, révéleraient un souci esthétique, une production artistique. En tout cas, leur taille cérébrale était proche de celle des humains modernes, et leur anatomie ne présentait que des différences limitées par rapport à nous, comme un crâne un peu plus allongé. Ils n'ont jamais formé une grande population, seulement de petits groupes, et c'est peut-être pour cela qu'ils n'auraient pas survécu comme espèces séparées, et qu'ils auraient été absorbés par Homo sapiens. Alors que les populations néandertaliennes se répandaient en Europe et en Asie,
une nouvelle espèce faisait son apparition en Afrique, Homo sapiens. En tant qu'espèce, les Néandertaliens ont probablement évolué quelque part entre l'Europe et l'Asie. Et comme on l'a vu précédemment, Homo erectus aurait pu apparaître hors d'Afrique. Mais les humains modernes sont apparus en Afrique de l'Est, près du berceau des australopithèques et de nombreuses autres espèces d'hominidés. Ça se serait produit il y a environ 300 000 ans, plus tard que les Néandertaliens. Mais comme ils avaient des ancêtres communs, les deux espèces étaient quand même génétiquement compatibles et elles pouvaient se reproduire entre elles. Pour savoir à quoi ressemble Homo sapiens, il suffit de nous regarder dans un miroir. C'est ce que nous sommes tous. Mais ce qui distingue Homo sapiens des humains archaïques, ce sont nos capacités cognitives et nos capacités sociales, non seulement techniques, mais aussi comportementales. À une époque estimée il y a 160 à 170 000 ans, Homo sapiens a commencé à manifester ce que les paléoanthropologues appellent la modernité comportementale. C'est un terme créé pour qualifier une série de traits qui distinguent l'Homo sapiens des autres humains plus anciens. Ces traits comprennent la pensée abstraite, la capacité de planifier sur de longues périodes, un comportement symbolique comme la production d'ornements et la production artistique, et l'expression par la musique et la danse, autant de traits qui ne sont pas directement nécessaires à la survie. Homo sapiens a également réalisé assez vite des percées technologiques, comme l'utilisation de lames par exemple. Les premières générations d'Homo sapiens vivaient en Afrique de l'Est, et à partir de là, elles se sont propagées avec tellement de succès qu'elles ont fini par occuper tous les continents et les principales îles du monde, en remplaçant ou en absorbant les autres groupes humains, d'abord en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Asie. Il y a 65 000 ans, ils étaient en Inde, et peu de temps après en Australie, en Europe et en Chine, avant de traverser vers l'Amérique du Nord et de coloniser ensuite l'Amérique du Sud. À la fin de la période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, les humains avaient pris possession de la Terre. D'innombrables inventions suivraient. Les métaux remplaceraient la pierre. Les sociétés humaines développeraient des systèmes de pensée élaborés et complexes. Ils construiraient, combattraient, créeraient et exploiteraient la planète. Pour le meilleur ou pour le pire, le règne de l'homme avait commencé. C'est la fin de notre voyage pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant vous laisser emporter par le sommeil, ou alors, si vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez choisir une autre histoire de la bibliothèque des rêves et vous embarquer dans une autre aventure. Je serai bientôt de retour pour une nouvelle histoire, en attendant que vos rêves soient doux et réconfortants. Au revoir.